Bonjour à toutes et tous. Donc on enchaîne pour ce quasi dernier temps de la journée. Moi, je suis heureux de vous retrouver pour animer cette dernière table ronde sur un sujet général qui parle beaucoup au Conseil économique, social et environnemental. On est pleinement mobilisé sur les questions des liens entre environnement et protection sociale. On a notamment récemment rendu un avis intitulé Santé Environnement, et je crois que Isabelle Dorès, qui est présidente d'ATD Carmonde, est présente aujourd'hui, et Isabelle était une des co-rapportrices de cet avis, sur lequel on a beaucoup travaillé de la même manière, puisqu'il a été question d'assurance aussi. On a rendu un avis récemment sur les limites du système assurantiel face aux risques systémiques, et parmi les risques systémiques, on avait naturellement évoqué les risques pandémiques. Bon. Le sujet qui nous réunit, plus précisément, il porte sur la mobilisation pour le développement durable, une nouvelle forme de citoyenneté sociale, notamment pour les jeunes, point d'interrogation. Donc pour essayer de répondre ensemble à cette question, donc j'ai le plaisir d'être aux côtés de Sandra Wabian, directrice générale du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, aux côtés de Marin Bisson, militant pour le climat et la justice sociale. C'est comme ça que vous vous décrivez sur votre compte Twitter. Donc voilà, militant pour le climat et la justice sociale, et donc membre de Youth for Climate France. Et puis je crois qu'à distance, oui, je l'aperçois. On a Nicolas Richard, secrétaire national de France Nature Environnement. Avec Nicolas, on se connaît bien, puisque Nicolas siège au CESE. Bonjour à toi, Nicolas. Sans plus attendre, et pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous, Sandra Wabian. C'est Dominique Libaud tout à l'heure dans la table ronde précédente qui disait que finalement les sujets qui sont évoqués aujourd'hui sont des sujets finalement de philosophie intergénérationnelle. Et là on est en plein cœur de ce qui nous intéresse. Moi j'ai envie de dire sur les questions environnementales et sociales, d'après les études que vous conduisez, quelles attitudes expriment les différentes générations ? S'il y a des attitudes différentes entre les différentes générations, et peut-être pourrez-vous après nous proposer un focus plus particulier sur la jeunesse. Alors, bonjour à tous, donc, je suis ravie d'être parmi vous. Donc on a la chance au CREDOC d'avoir différents outils qui nous permettent de croiser un peu des regards, à la fois sur les questions environnementales et sur les questions sociales. Donc sur chacun des thèmes, on n'est pas aussi spécialiste que beaucoup d'entre vous, mais par contre on a une vue peut-être panoramique, et donc qui permet un peu d'aborder les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire quels sont finalement les regards que portent les différentes générations sur les questions environnementales et sociales. Alors, juste pour vous rappeler donc, le matériau à partir duquel je vais vous présenter les principaux résultats, c'est l'enquête Conditions de vie et aspiration du CREDOC qui existe depuis 1978. Donc on a des séries longues qui nous permettent vraiment des analyses dans le temps et dans lesquelles un certain nombre de souscripteurs insèrent des questions qui nous permettent aussi d'avoir un peu des regards croisés justement, par exemple l'ADEME ou la CNAV ou la CNAF, etc. Alors, la première chose, c'est qu'évidemment, il y a un rapport différencié à l'environnement suivant les générations. Tout à l'heure, vous demandiez pourquoi il y a 40 ans, on n'était pas en train de se poser les questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais je crois qu'on a une réponse là avec cette courbe qui représente en fait la proportion de Français qui se disent préoccupés par l'environnement, donc qui placent ce thème parmi les deux thèmes qui les préoccupent le plus.
dans une liste qui a d'autres thèmes comme le chômage, l'immigration, la sécurité, etc. Et on voit clairement sur le long terme une progression assez marquée de ces préoccupations. Il y a déjà eu des précédents, au moment par exemple du Grenelle de l'environnement. Il y avait eu un peu une prise de conscience. Et là, depuis ces dernières années, on a vraiment une augmentation de ces préoccupations environnementales. Donc ce n'est pas un hasard si on finit par, nous en tant qu'experts et personnes qui réfléchissons au système de santé ou de protection sociale, à aussi s'approprier finalement ces enjeux. La deuxième chose peut-être en contexte, c'est que les Français sont très conscients en fait des questions environnementales et du fait que ça va avoir un lien direct sur leur mode de vie. Donc là, c'est des données du baromètre qui est présenté par l'ADEME et on a les 2/3 de la population qui considèrent que les conditions de vie vont devenir extrêmement pénibles à cause du réchauffement climatique. Donc il y a quand même vraiment un lien qui est fait entre le quotidien et les questions environnementales. Et donc, assez mécaniquement, l'idée qu'il va falloir changer nos modes de vie. Donc ces idées-là, elles sont aujourd'hui très présentes dans la population française. Toutefois, on va avoir un rapport à l'environnement qui va être assez différent suivant les générations. Donc là, on vous présente la courbe que je vous avais mise en premier sur les préoccupations environnementales. On vous la présente selon les différentes générations et en fonction effectivement de l'âge également. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, chaque génération au même âge est plus préoccupée par l'environnement que les générations précédentes. Donc plus on vieillit, plus on est préoccupé par l'environnement, mais en parallèle, chaque génération s'approprie davantage les questions environnementales, et donc c'est pas non plus un hasard si aujourd'hui dans cette table ronde nous avons un représentant de climat. Je ne veux pas mal le présenter, mais bon, de la jeunesse mobilisée pour le climat, on va dire. Et c'est aussi dans les formes d'engagement de la jeunesse, dont je ne vais pas pouvoir parler aujourd'hui, mais on a beaucoup de formes qui interpellent les pouvoirs publics et qui sont mobilisées par les plus jeunes, avec une forme de talent médiatique pour aussi essayer de saisir l'attention de l'opinion. Alors derrière ce gros pavé de l'attention environnementale, en fait, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup parlé d'impact carbone et effectivement aujourd'hui, une des premières préoccupations environnementales, c'est la question du réchauffement climatique. Donc là, c'est un baromètre qu'on mène pour le SDES. Mais derrière, il y en a beaucoup d'autres. Les catastrophes naturelles, les questions de biodiversité, la pollution de l'eau, donc la gestion des déchets. Enfin, en fait, l'environnement, c'est un grand mot. Et derrière, évidemment, beaucoup d'enjeux qui ne sont pas toujours forcément non plus, qui ne nécessitent pas forcément les mêmes politiques publiques, puisque l'impact sur la biodiversité ou l'impact carbone, c'est pas forcément le même, par exemple. Et par rapport à ça, on a des différences générationnelles. Donc, on a des différences vraiment d'opinion, avec une sensibilité qui est plus forte à des questions locales, et par exemple à la thématique des catastrophes naturelles chez les plus âgés, et une sensibilité plus forte aux questions de biodiversité, aux questions aussi de rapport à la nature, en fait, de rapport au paysage chez les plus jeunes. Alors, on avait fait d'autres travaux pour le SDES qui montraient que, d'une certaine manière, à mesure que la population vit en ville, et c'est le cas notamment des plus jeunes, finalement, il y a aussi un manque de nature chez les plus jeunes. Donc, on peut aussi lire ces résultats dans cette envie, finalement, de se rapprocher vers la nature, liées finalement au mode de vie. Donc des niveaux de préoccupation différents, des préoccupations environnementales différentes et des comportements également différents. Alors, entre les intentions et les pratiques, on sait qu'il y a évidemment souvent un monde. Aujourd'hui, ce qui s'est vraiment implanté dans les pratiques du quotidien, c'est le tri des déchets. Il y a plein de raisons à ça. Une des raisons les plus simples, c'est qu'évidemment, ce sont des actions qui sont visibles. Les déchets, on voit ce qu'on fait, en fait. Une autre des dimensions qui a poussé les ménages à changer leur comportement, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 40 ans, on ne triait pas beaucoup nos déchets en France, c'est la mise en place d'infrastructures et notamment de points de collecte en bas des immeubles et des maisons qui facilitent en fait la tâche des ménages. Les autres dimensions d'action que les individus peuvent faire au quotidien, comme les transports, l'alimentation, etc., sont beaucoup moins investies et sont investies différemment par les générations.
Le tri des déchets est plus particulièrement mis en place par les plus âgés. Alors c'est aussi un effet du cycle de vie, c'est-à-dire que quand on est jeune, on a souvent des logements plus petits avec pas forcément la place pour 3 poubelles différentes, qu'on n'a pas forcément non plus de voiture pour se déplacer à la déchetterie, etc. Donc il y a des effets du cycle de vie, mais il y a aussi probablement une installation en fait dans les pratiques. Alors que l'autre élément que les catégories âgées vont plutôt mettre en action au quotidien, c'est également l'attention au local. Alors le local ayant beaucoup de vertus, donc essayer d'acheter des produits locaux, à la fois parce que c'est bon pour l'environnement, c'est aussi parce que c'est bon pour l'emploi, et puis aussi parce qu'il y a un attachement au territoire local qui est plus fort chez les générations plus âgées que chez les plus jeunes qui s'inscrivent dans un univers plus mondialisé. À l'inverse, il y a d'autres pratiques sur lesquelles les jeunes sont plutôt en avance, si je puis dire, et notamment le rapport au transport, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux à mobiliser des modes de déplacement doux, donc que ce soit le vélo, la marche ou d'autres modes de déplacement. Et également une attention qui est portée à l'impact écologique des produits, avec une attention portée sur les labels. Alors là aussi, c'est une courbe générationnelle, elle est peut-être un peu moins lisible que la précédente, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est pas seulement que quand on est jeune, on marche et on fait du vélo parce qu'on est en meilleure santé, c'est aussi qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on prend moins la voiture que les anciennes générations au même âge. Donc chaque génération et aussi s'éloigne un petit peu de la voiture. Donc on a vraiment un comportement par rapport au transport qui est très différent chez les nouvelles générations des anciennes. Donc c'est vrai que souvent, il y a des critiques qui sont portées sur les générations nouvelles pour dire qu'il y a beaucoup de paroles mais pas forcément d'action. Alors ça dépend des dimensions, et sur le domaine du transport, il y a vraiment un changement de rapport au mode de transport avec plus de covoiturage, plus de vélo-partage. Donc vraiment l'idée qu'on n'est pas obligé d'avoir sa voiture pour se sentir libre et se déplacer dans notre société, ce qui était quand même beaucoup, qui était très, très, très inscrit chez les générations plus âgées. En pendant, il y a évidemment des dimensions sur lesquelles les jeunes sont très, très consommateurs, et en particulier les dimensions du numérique. Il faut rappeler qu'en moyenne, dans la population française, la moitié en fait, des téléphones portables ont été achetés il y a moins de 2 ans. Donc en fait, on a quand même une course un peu effrénée dans le renouvellement des équipements. On parlait tout à l'heure des impacts environnementaux du numérique. Il y en a de très nombreux, et le principal impact, c'est le terminal, en fait, beaucoup plus que les consommations ensuite de réseau. Et là-dessus, les plus avides du renouvellement de ces smartphones sont les plus jeunes, avec une nuance qui est que là aussi, ils sont un peu plus ouverts à l'achat d'occasion, à l'achat d'appareils reconditionnés. Donc, on a aussi quand même une conscience du rapport en fait aux objets, et du fait que pour avoir le même service, on peut donc faire du covoiturage plutôt que d'avoir sa propre voiture, et on peut avoir un smartphone qui a été reconditionné plutôt que d'acheter du neuf. De l'autre côté, chez les plus âgés, donc il n'y a pas forcément ce rapport à l'occasion, il y a plutôt un attachement à l'achat d'objets neufs qui symbolise aussi l'idée qu'on a un certain niveau de vie, mais par contre plus de culture finalement de la réparation qui s'est un petit peu perdue, puisqu'on a de moins en moins de gens qui sont capables de réparer leurs propres objets. Donc on voit il y a vraiment un panorama assez différencié en fait du rapport des générations à l'environnement. Toutes sont relativement sensibles. Les plus jeunes sont beaucoup plus sensibles que les anciennes générations. Mais ensuite, ils vont prêter leur attention à certains thèmes plutôt qu'à d'autres, et ils vont également s'investir au quotidien dans certaines dimensions plutôt que d'autres. Alors, je vais être assez rapide sur les questions sociales, juste pour vous rappeler en toile de fond que quand on interroge les Français sur leurs préoccupations par rapport à des dimensions sociales, cette fois-ci, donc la dépendance, la toxicomanie, l'aide aux malades, etc., en fait, sur longue période, on a vraiment une baisse très nette des préoccupations et de la priorisation qui est donnée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est le deuxième pavé, en fait. On était à 63% en 1995, on est passé à 36% des Français en 2021, donc la baisse est vraiment sensible. Et dans le même temps, on a la progression
des préoccupations par rapport au financement des retraites et par rapport à la dépendance. Donc 2 sujets évidemment qui sont liés au vieillissement de la société. Avec là aussi des préoccupations évidemment très différentes suivant les générations, et notamment le fait que les plus jeunes soient beaucoup plus préoccupés par les questions d'exclusion, de pauvreté que leurs aînés. Donc ça s'explique évidemment par les questions donc, je vous disais, de vieillissement de la population. Évidemment, plus on est âgé, plus on est préoccupé par les retraites. Mais ça s'explique aussi par l'évolution de la structure de la pauvreté et le fait que le taux de pauvreté chez les plus jeunes est très élevé et qu'il est beaucoup moins fort et qui a plutôt eu tendance à diminuer au cours de la décennie passée chez les plus âgés. On a des regards également différenciés sur la pauvreté et sur les politiques sociales suivant les générations, avec un regard plus empathique chez les jeunes par rapport à la pauvreté. Donc, ils sont eux-mêmes davantage confrontés aux problématiques de flexibilité de l'emploi, aux contrats courts, également aux questions de logement, puisque évidemment les taux d'effort sont beaucoup plus importants lorsqu'on vit seul que lorsqu'on est installé en famille, etc. Et puis, il y a aussi un regard qui est porté par rapport à l'idée de la responsabilité individuelle dont on parlait tout à l'heure, qui est différenciée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les plus âgés, on a plutôt un regard un peu moins empathique et l'idée que c'est à chacun de se prendre en main et que d'une certaine manière, les aides qui existent sont déjà très importantes. Donc, des jeunes qui sont à la fois plus préoccupés par l'environnement et aussi plus préoccupés par des questions sociales, probablement parce qu'ils sont en première ligne en fait, des deux enjeux. Alors souvent, ce qu'on nous dit, ce dont on discute, c'est oui, mais certes, mais la jeunesse n'est qu'un mot. Il y a à l'intérieur des jeunes des plus riches, des plus pauvres. Est-ce que finalement, c'est pas d'abord une question de revenus, plus qu'une question d'âge, en fait, cette sensibilité environnementale? Alors, je ne vais pas répondre à cette question en un slide, mais juste un élément pour dire que certes, quand on est plus aisé, on accorde plus d'importance aux questions de préoccupation environnementale. Donc là, on a réparti entre les personnes qui étaient en dessous ou au-dessus du revenu médian. Et c'est vrai à tout âge, en fait. Et c'est vrai chez les plus jeunes. Mais néanmoins, on peut quand même constater que même chez les jeunes avec un niveau de vie en dessous du niveau de vie médian, il y a une forte préoccupation sur les questions environnementales qui est supérieure à celle des plus âgés. Donc voilà, donc un croisement des préoccupations qui ne s'annulent pas d'une certaine manière, mais probablement qui s'ajoutent chez les générations les plus âgées, en liaison aussi avec tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui et le fait que c'est aussi souvent les publics les plus modestes qui sont aussi les premières victimes du réchauffement climatique. Donc voilà pour un petit panorama rapide des différentes opinions et pratiques, on va dire, des générations. Merci beaucoup Sandra. On reviendra vers vous pour prolonger cette discussion. Après vous avoir entendu pour cette première intervention, je me tourne vers Nicolas Richard, je me tourne vers toi Nicolas. Quand on est au Conseil, Nicolas, ensemble on a décidé qu'on allait mettre le sujet des grandes transformations, des grandes transitions au cœur de nos travaux. On pense naturellement à la transition environnementale, mais pas que. Et c'est vrai que ce que nous nous sommes dit, c'est que finalement, ces grandes transitions, probablement, il fallait non pas seulement les attaquer à la marge, mais les attaquer franchement et pas les attaquer séparément, mais les attaquer conjointement. Et moi, c'est aux responsables, donc c'est pas aux membres du CESE que je m'adresse, là, c'est aux responsables de France Nature Environnement. On a le sentiment parfois qu'il y a des incompréhensions et qu'il y a une tension entre l'urgence liée à la transition environnementale, à la restauration de la biodiversité que vous mettez au cœur de vos combats, et parfois, j'allais dire, cette exigence, cette urgence,
elle peut donner le sentiment que ça doit primer sur tout le reste, y compris sur la question sociale. Mon propos est caricatural, c'est pour te permettre d'y réagir. Et en gros, ma question est la suivante. Pourrais-tu nous expliquer, nous expliciter de quelle manière l'action pour l'environnement prend en compte les questions liées aux jeunes, puisqu'on fait un focus sur les jeunes, les questions liées aux jeunes, et plus largement, au-delà des jeunes, les questions liées aux inégalités sociales. Nicolas. Merci. Merci pour ces questions. Peut-être pour rappel pour la salle, j'ai de l'écho, c'est un peu désagréable, mais donc France Nature Environnement, c'est la principale fédération d'associations de protection de la nature de France, hein, à peu près 900 000 adhérents pour 9 000 associations, présentes sur tout le territoire, métropolitain et outre-mer, et sur tous les sujets qui vont toucher à l'environnement. Je fais ça très vite pour me concentrer sur le sujet et la question qui est posée. Alors je pense qu'il y a deux volets dans la question. L'un, quelle est la prise en compte actuelle finalement par l'exécutif des questions de la jeunesse et des inégalités sociales sur la thématique environnementale. Et puis l'autre question qui correspond à celle de France Nature Environnement, comment nous, au sein d'une vieille association de protection de l'environnement, nous intégrons ces enjeux-là parce qu'on a une pyramide d'âge qui est celle de la France, voire un peu plus âgée, parce que c'est notre histoire et c'est aussi la disponibilité classique des bénévoles. Pour commencer d'abord par rapport à la question de l'exécutif, comment l'action pour l'environnement prend-elle en compte les questions liées aux jeunes et aux inégalités sociales? C'est la question qui est inscrite dans le programme. On peut dire déjà de façon non satisfaisante actuellement. Hein, la preuve, c'est qu'on a eu l'épisode des Gilets jaunes, on a le rejet de la politique dans les quartiers, on a la faible participation aux élections, on a les actions militantes de la jeunesse qui montrent bien qu'aujourd'hui, la façon dont est prise en compte ces dimensions sur la problématique environnementale n'est pas satisfaisante du tout. Hein, mais cela pourrait s'améliorer si on nous écoutait un peu plus, parce qu'on a besoin de davantage de démocratie participative, de davantage de prise en compte des plus fragiles pour permettre la transition écologique que nous demandons, la transition énergétique, on est en plein dedans en ce moment, parce que la crise écologique présente est une crise systémique. Et elle ne questionne pas seulement les symptômes, mais le fondement même d'un modèle de développement économique qui s'est affranchi des conditions concrètes de sa pérennité, de sa soutenabilité, et qui n'a pas tenu compte des limites biologiques de notre planète. Donc en ce sens, notre vision à FNE, elle intègre les questions économiques et sociales directes dans une approche fondée sur la science et qui entend tenir pleinement compte des enjeux et contraintes écologiques. La question des inégalités n'est pas seulement une question qui est hors champ de l'écologie. Hein. Elle est une question clé à traiter dans la perspective d'une société soutenable, respectueuse des conditions de vie sur Terre, et il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale. Ça, c'est vraiment la chose fondamentale pour nous aujourd'hui, et on travaille dessus actuellement au CESE dans le cadre de la saisine sobriété, qui est en cours de travaux. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager une transition écologique qui est indispensable sans pleinement intégrer la dimension de justice sociale. Dans l'élaboration de nos propositions à France Nature Environnement, la prise en compte des questions de court terme, sociales et économiques, est indissolublement liée à la prise en compte des enjeux de long terme. Ce n'est pas une pensée progressiste en plus, hein, mais c'est bien un questionnement qui appelle à revisiter nos modèles de consommation, de production, d'occupation des sols, de solidarité, ici entre tous les citoyens, mais aussi au niveau planétaire, ainsi qu'avec toutes les formes du vivant avec lesquelles nous sommes dans une codépendance et une interaction permanente. De ce fait, nos plaidoyers à France Nature Environnement se structurent autour de deux priorités, une qui concerne la construction d'alliances et d'objectifs partagés avec des acteurs sociaux et syndicaux, humanitaires, dans des coalitions ponctuelles ou plus long terme, comme le pacte du pouvoir de vivre, ou que j'aimais ça. Et l'autre qui s'efforce d'intégrer la vision de long terme et les intérêts des générations à venir dans des décisions d'aujourd'hui, et la réponse aux besoins du présent en priorisant les plus vulnérables. C'est évident que la question du climat, la question de la biodiversité, ceux qui en subiront le maximum de conséquences, c'est bien les jeunes générations. Néanmoins, avec la dynamique actuelle des évolutions climatiques et de l'environnement, la biodiversité, on risque de tous ceux qui sont présents ici, en subir violemment les conséquences.
Donc ça implique pour nous d'apporter une place très importante à l'éducation au développement durable, pour tous les publics et à tous les âges. L'éducation au développement durable, ce n'est pas seulement pour les jeunes ou les très jeunes, c'est vraiment pour tout le monde. Et à l'expérimentation d'initiatives alternatives, que ce soit dans la gestion d'un projet, d'un espace protégé, d'un bien commun, expériences dans lesquelles la place accordée aux jeunes doit être centrale, à la fois pour des finalités pédagogiques et pour permettre la prise en main et la recherche de solutions par ceux et celles-là même qui sont concernés au premier chef. Et notre approche de processus de décision, d'implication des publics concernés, de mise à disposition de l'information la plus complète repose à la fois sur la critique d'un système démocratique usé et fragile, dans lequel plus de la moitié des jeunes ne participent pas aux élections, et à la fois sur la conviction que l'intelligence collective peut permettre de réussir à répondre à des questions peu solubles dans les formes administrées et dégradées de fonctionnement démocratique que nous constatons aujourd'hui. Peut-être préciser qu'au sein de France Nature Environnement, alors, qui a été créé en 1968, les jeunes, nous les connaissons un peu parce que la majorité de nos salariés sont des jeunes aujourd'hui. Donc nous travaillons avec beaucoup de jeunes et puis on a un certain nombre d'associations territoriales ou au sein de France Nature Environnement National qui ont des groupes jeunes. Et donc ils nous sensibilisent, ils nous aiguillonnent en permanence, ils nous demandent des résultats parce que c'est vrai que nous avons une façon de travailler qui est plus sur le plaidoyer pour faire évoluer la réglementation et faire jouer le droit, parce que c'est notre approche. Et cette jeunesse nous aiguillonne en permanence pour aller plus vite et aller plus fort. Merci. Merci Nicolas pour cette première intervention. Marin Visson, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez entendu les deux interventions précédentes et ça m'amène naturellement à vous poser la question suivante. Peut-on se mobiliser à la fois de votre point de vue pour l'environnement et la justice sociale? Peut-on se mobiliser donc à la fois pour l'environnement et pour la justice sociale et la jeunesse ou les jeunesses? Enfin, pour le moment, la jeunesse, dans ma question, comment la jeunesse parvient-elle à mener de pair ces deux combats? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici aussi, de pouvoir échanger avec vous. Justement, donc pour essayer de répondre un peu à ces deux questions, j'ai essayé d'abord de se poser sur la question est-il possible de se mobiliser à la fois pour l'environnement, pour la justice sociale? J'y répondrai en essayant finalement d'analyser quels sont les liens, l'interdépendance entre ces questions de justice sociale et les questions environnementales. Et puis ensuite, justement, comment se mobilise-t-on? Donc, pour moi, ça pose la question, quel monde imaginons-nous pour la suite? Qu'est-ce qu'on a envie de faire advenir? Et donc, comment on organise les luttes, le militantisme autour de ces questions? Donc d'abord, sur la question de l'interdépendance entre la justice sociale et l'environnement, je pense qu'il y a deux perspectives là-dedans. Il y a une perspective, j'ai envie de dire, qui se passe plus au niveau des pays occidentaux, au niveau de l'Europe, voire au niveau de la France, qui sont les différences, donc les questions sociales, le lien entre questions environnementales et sociales dans les pays occidentaux. Et puis ensuite, il y a une autre question qu'on abordera après qui se pose entre les pays globalement occidentaux ou les pays qu'on peut dire du Nord et puis des pays qu'on a appelés MAPA. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure pourquoi on les a nommés comme ça. Donc d'abord, on peut dire qu'en France, globalement, les populations les plus fragiles, ce sont aussi celles-ci qui seront le plus touchées par le réchauffement climatique et qui sont le plus touchées par le réchauffement climatique. On l'a déjà évoqué un peu dans les interventions précédentes, mais on peut penser par exemple tout simplement aux personnes âgées qui vont particulièrement souffrir des canicules, aux agriculteurs et agricultrices qui font aussi partie des personnes qui seront les plus touchées notamment par les questions de sécheresse et de pauvreté des sols. On peut parler par exemple des foyers les plus pauvres qui sont ceux qui habitent le plus dans ce qu'on appelle les passoires thermiques, ou par exemple, encore dernier exemple, de la pollution de l'air. Alors si elle touche l'ensemble de la population, surtout citadine, c'est vrai qu'elle touche particulièrement les personnes qui habitent le plus proche, en fait, tout simplement du périphérique, des autoroutes, qui sont souvent des populations qui sont les moins aisées. Et rappelons-le, la pollution de l'air en France
selon Santé publique France, c'est quand même 8 mois d'espérance de vie en moins pour l'ensemble de la population et à peu près 40 000 morts prématurées par an. Voilà. Donc globalement, les populations les moins aisées sont les plus touchées par les problèmes à la fois de réchauffement climatique et d'écologie. Et puis ce sont celles aussi qui vont avoir probablement le moins de moyens et le moins de capacité d'accéder à des modes de vie plus écologiques lorsqu'on parle d'actions individuelles. Ne serait-ce que par exemple parce qu'elles habitent souvent dans des zones excentrées, qu'elles ont besoin de faire des déplacements qui sont plus longs avec des transports publics qui sont souvent moins présents. Et puis parce que par exemple typiquement pareil l'exemple de l'accès à une alimentation de qualité et plus respectueuse de l'environnement, aujourd'hui malheureusement c'est une alimentation qui coûte encore cher et qui est réservée à des personnes qui ont soit le temps soit les moyens de s'y pencher. Voilà, donc il y a cette question vraiment des conséquences qui montre bien qu'il y a un lien finalement entre qui est touché par le réchauffement climatique et la crise écologique et pardon, oui, qui est touché et tout simplement qui est le plus touché par ça. Et puis une deuxième question qui se pose, c'est la question des causes. Quel lien existe entre les causes du réchauffement climatique et la question sociale? Et il y a une question, par exemple, en termes de responsabilité d'émissions de CO2 aujourd'hui en France. Si on regarde la responsabilité individuelle et la responsabilité, par exemple, des grandes entreprises, on voit bien que la plupart, en fait, des émissions aujourd'hui ne sont pas issues tout simplement des modes de vie individuels, mais bien de la production industrielle, de l'ensemble de l'activité des grandes entreprises, et que donc ce sont elles qui sont les plus responsables finalement des émissions de gaz à effet de serre. Alors il y a tout ce débat autour de actions individuelles, actions finalement plus au niveau des grandes entreprises. Qui doit-on pointer du doigt? Est-ce que chaque personne doit individuellement changer son comportement? Ou est-ce que ce sont plutôt des politiques étatiques, des politiques menées par les grandes entreprises qui doivent changer cela? Pour donner un petit éclairage là-dessus, il y a quand même une étude qui a été faite par Carbone 4, il me semble que c'est en 2019, qui essayait justement de chiffrer un peu qu'est-ce qu'on peut toucher par l'action individuelle. Et elle montrait bien qu'en fait, on peut toucher à peu près 20 à 25% maximum de son empreinte carbone par des actions individuelles, et que le reste, finalement, c'est du ressort soit de l'État, soit des grandes entreprises. Donc il y a cette idée-là que les grandes entreprises, d'une certaine manière, peuvent être à la fois plus responsables des émissions de carbone, et puis aussi peuvent être liées à des problématiques sociales, notamment au niveau des salaires. Voilà, on l'a vu avec des entreprises comme Total, il y a eu beaucoup de tensions en ce moment, des tensions plutôt sociales sur la question des salaires, des rémunérations, et puis bien sûr toutes les questions écologiques qui sont posées par cette entreprise. Voilà, et puis on a un autre aspect finalement de ces grandes entreprises qui sont quand même le fait qu'elles finalement c'est une forme d'organe conservateur, dans le sens où elles font un lobbying souvent très fort, notamment, on peut le voir au Parlement européen, mais dans toutes les instances, un lobbying très fort pour maintenir un système économique qui leur est favorable et dans lequel elles se sont développées, et qui du coup empêche d'une certaine manière la transformation de la société qu'on appelle, nous en tout cas, de nos voeux. Si on élargit un peu la perspective, qu'on sort juste de la perspective nationale, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se pencher sur les liens entre les différents pays. Et donc nous, Youth for Climate est membre de Fridays for Future, donc le mouvement qui avait été initié par Greta Thunberg avec les grèves des jeunes pour le climat en 2019. Et donc il y a un concept qu'on a essayé de mettre en avant, c'est le concept de MAPA, Most Affected People in Areas, et qui a pour but finalement de montrer de désigner les pays qui sont à la fois les moins responsables du réchauffement climatique et de la crise de la biodiversité et de l'écologique, et en même temps ceux qui en subissent le plus les conséquences. Et en plus de cela, ce sont généralement les pays qui finalement ont le moins de ressources à allouer à l'adaptation au changement climatique, et en même temps aussi pour aider les populations qui sont victimes du changement climatique. Et donc ces pays, mine de rien, c'est pas rien sur la Terre. On peut dire, les 30 pays par exemple qui sont les plus exposés au risque climatique, ils hébergent 1,26 milliard d'humains. Ça fait à peu près 16% de la population mondiale, en 2018 en tout cas. Donc voilà, c'est intéressant là-dessus. Et pour aborder cette question, parce que
donc on parle ici de questions de justice sociale. La question de la justice sociale, du coup, elle se pose dans ce cas-là parce qu'il y a la responsabilité historique dans le réchauffement climatique, bien sûr, des pays de l'Union européenne, des États d'Amérique du Nord, qui sont historiquement les plus gros pollueurs et qui, encore aujourd'hui, parce qu'on entend souvent dire, par exemple, que aujourd'hui c'est la Chine qui doit agir ou je ne sais quoi, aujourd'hui encore, l'empreinte carbone par tête en Amérique du Nord ou en Europe, elle est 1,6 ou 2,8 fois plus importante que l'empreinte carbone d'un Asiatique. Alors, l'empreinte carbone européenne d'un Européen, par exemple, par tête, est un tout petit peu moins importante que celle de la Chine. Mais là, on parle uniquement de la division, justement, des émissions territoriales par le nombre d'habitants. Et en fait, quand on se penche sur l'empreinte écologique de ces personnes-là, on se rend compte que quand on prend en compte les émissions importées, finalement, la responsabilité porte très largement sur le mode de vie qu'on a dans les pays européens et de l'ex-URSS et en Amérique du Nord. Voilà, pour donner juste 2 chiffres rapidement là-dessus. Par exemple, donc c'est un chiffre qui est très parlant, qui avait été développé par le Global Footprint Network, qui a essayé de traduire en terres ce que le mode de vie d'un pays ou de l'autre rendrait nécessaire. Donc si par exemple tout le monde vivait comme un Canadien ou un Américain des US, il faudrait à peu près 4,1 terres pour que les choses soient soutenables. Tandis que par exemple en Afrique subsaharienne, on se rend compte que ce serait beaucoup moins. Alors j'ai pas repris le chiffre en terres, mais par contre, donc pour donner l'exemple, l'empreinte écologique en Amérique du Nord, elle est de 8,4 giga-hectares. Et l'empreinte écologique en Afrique subsaharienne est de 1,5 giga-hectares. Donc on voit qu'il y a quand même une différence très importante. Et donc ce sont les pays qui ont à la fois le moins de capacité de résister finalement aux impacts du changement climatique. On peut le voir par exemple, Haïti et le Japon ont été touchés par des séismes similaires en 2010 et 2011. Haïti a connu un séisme de magnitude 7 en 2010. Il a causé 200 000 morts, 15 000 personnes déplacées, une grande instabilité dans le pays. Tandis que le Japon a été touché, on s'en souvient tous et toutes, en 2011 par un séisme de magnitude 9 qui a créé la plus grosse catastrophe nucléaire de l'histoire aujourd'hui et qui finalement n'a fait que, entre guillemets, 15 000 morts et très très peu de personnes déplacées, alors qu'on voit bien que la situation pouvait être bien pire. Voilà, donc il y a toute une question aussi de répression de l'activisme des militants dans les pays qui sont les plus touchés. On ne va pas trop se pencher là-dessus, sinon on va y rester encore 2 heures. Voilà, donc il y a ces 2 aspects de justice sociale qui sont très importants et très liés au réchauffement climatique, à la fois à l'intérieur du territoire national français et puis aussi entre les différents pays. Et donc tout ça, ça pose des questions. Ça pose aujourd'hui, si on veut agir pour éviter le réchauffement climatique en l'occurrence, et pour l'écologie, quel monde peut-on imaginer, vers où on a envie d'aller? Et donc ces 2 imaginaires, ils se traduisent très bien par 2 concepts différents. Le premier, j'ai envie de dire, c'est d'une certaine manière le monde du développement durable. Ce concept de développement durable qui est aujourd'hui très présent dans les discussions, mais qui est rarement questionné. En fait, il est questionnable parce que d'une certaine manière, c'est un concept qui a vocation finalement à faire rentrer dans l'économie des externalités qui du coup pousseraient à ce que les entreprises finalement prennent en compte le réchauffement climatique dans leur fonctionnement. Donc le but, c'est de faire rentrer finalement un problème universel qui est le réchauffement climatique dans les problèmes individuels des entreprises en imposant un certain nombre de mesures. Et donc on a par exemple le marché du carbone européen qui a été mis en place, des programmes d'éducation aussi et de développement durable qui ont été mis en place par l'UNESCO dans ce cadre-là. Mais d'une certaine manière, ce qui est problématique avec cette vision-là, c'est qu'elle ne remet en rien en cause le système économique actuel. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on reste dans un système économique qui va vers une croissance constante et qui, d'une certaine manière, a une vision très ressourciste de la Terre, c'est-à-dire qui se base sur les ressources naturelles et la Terre comme une réserve de ressources que l'on peut exploiter et que l'on doit préserver dans le seul but que ces ressources soient finalement accessibles à l'économie par la suite et qu'elle puisse continuer à perdurer.
Mais du coup, ça pose la question, comment peut-on prendre en compte les limites planétaires dans ce système, sachant que c'est un système qui a vocation à ce que les entreprises grossissent toujours plus, à ce qu'on essaye toujours de développer et de produire plus. C'est une vraie question qui se pose. Et donc voilà, la question c'est qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi que, d'une certaine manière, on va maintenir la responsabilité climatique dans la sphère privée. On va faire sortir d'une certaine manière la question environnementale de l'action publique en disant les entreprises doivent agir, on va essayer de faire des partenariats avec les entreprises pour qu'elles agissent, mais au final la responsabilité incombera toujours aux personnes privées qui, dans ce système finalement individuel, dans lequel chacun d'une certaine manière œuvre pour développer son entreprise, et l'objectif de ce système à la base c'est que tout ça s'équilibre, parce que chacun défendant son intérêt individuel, ça va être vertueux, et voilà. D'une certaine manière, dans ce système, on tente d'intégrer des problématiques universelles et collectives dans un intérêt particulier, sans créer de réflexion collective et d'organes qui permettent de prendre des décisions collectives. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est une porte ouverte à l'inaction, parce que finalement, chacun va essayer, on voit bien, il y a tout un tas de grandes entreprises qui aujourd'hui décident de créer des produits avec du coton qui a utilisé 2 fois moins d'eau, mais en fait on se rend compte que le coton c'est une matière qui de toute façon en fait est problématique et qu'on va avoir du mal à continuer à utiliser. Enfin voilà, je donne des exemples comme ça, mais ça vient à toucher, ça amène tout simplement à toucher très rapidement au problème sans prendre le fond. Et donc en face de ça, on a des questions, on a un autre imaginaire qui est plutôt l'imaginaire de ce qu'on pourrait dire l'écologie plus radicale, pas radicale dans le sens où elle veut imposer les choses aux gens, mais radicale dans le sens où elle souhaite un changement de fond de la société, et donc ça nécessite de repenser le rapport entre l'humain et la nature, de repenser que l'humain finalement a une place au sein de la nature et pas seulement à côté, et que finalement les rapports entre société, économie et environnement finalement doivent être considérés comme un tout et pas seulement comme des choses séparées, c'est-à-dire que la société n'est pas liée à l'environnement par l'économie, elle est directement liée à l'environnement par le rapport qu'elle va avoir à la nature, et donc ça permet d'une certaine manière d'essayer de réfléchir à tout ça. Ça pose des questions sur les indicateurs qu'on utilise. Typiquement, je pense que ça a déjà été discuté, mais les questions du PIB, des choses comme ça, est-ce que c'est encore finalement intéressant de se baser uniquement là-dessus, alors que ça ne prend pas en compte l'impact d'une production sur l'environnement, que c'est quelque chose qui est essentiellement quantitatif et qui pousse finalement à produire toujours plus. Et donc pour essayer de lier toutes ces questions-là, finalement, il y a beaucoup de liens qui se font entre les mouvements écologistes et les mouvements environnementaux. Par exemple, on a tout simplement le collectif Plus Jamais Ça, qui avait été créé à l'échelle nationale, qui rassemblait des syndicats comme la CGT Solidaire, le FSU, des associations écologistes. On a à Lyon, par exemple, un travail assez large qui se fait avec les Gilets jaunes. Le but, c'est d'essayer de dire... D'accord, on a envie d'agir pour l'environnement, mais on veut que ce soit juste socialement, et donc on va essayer d'associer ces luttes-là pour travailler ensemble et développer des mesures écologiques qui plaisent à tout le monde. Et puis des mouvements comme l'Alliance citoyenne du Grand Lyon, par exemple, la Villeurbanne, qui est un mouvement qui est parti de problématiques sociales, de factures d'électricité, de capacité de payer les factures de chauffage, par exemple, et qui est allé vers l'environnement pour tout simplement avoir des revendications en rapport avec la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas être trop long, mais du coup, juste pour dire que les problématiques sociales et environnementales, elles sont à la fois très liées. Donc forcément ça amène les mouvements sociaux et environnementaux à essayer de faire des liens, de travailler ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Youth for Climate, mais aussi dans des mouvements comme les Soulèvements de la Terre, qui sont pour moi un des mouvements qui a le mieux réussi ça. Parce que ce n'est pas seulement une alliance avec des mouvements sociaux, c'est un mouvement qui regroupe à la fois des personnes qui se battent pour le social et des personnes qui se battent pour l'environnement. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, beaucoup de dimensions dans vos interventions, à la fois sur les observations que vous faites, sur la nécessité de coalition d'acteurs. Nicolas et vous-même avez évoqué les coalitions, et puis y compris la mise en cause à la fin là, du concept même de développement durable. J'imagine que ça ouvre des
des espaces à des questionnements de votre part. On a un peu de temps. Si, je vous passe la parole, naturellement. Écoutez, voilà. Ça fonctionne, oui. Bonjour, merci. Un petit peu une question sémantique et puis une autre question ouverte. La première, c'est sur la dernière intervention où vous avez parlé, vous, dans ce que vous faites de lutte et à l'inverse de lobbying lorsqu'il s'agissait, voilà. Juste si vous pourriez préciser et si jamais vous ne faites pas de lobbying ou qu'ils ne font pas de lutte, enfin voilà. Et ma deuxième question, c'est sur l'opposition des générations. On l'a vu à travers ce que vous représentez. On n'est peut-être pas au maximum de cette crise climatique, etc. En tout cas, c'est incertain. Comment finalement... est-ce qu'il y a des études d'une part? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'anticiper ces relations intergénérationnelles voilà, je l'ignore. Merci. Je ne sais pas qui vous êtes un peu sollicité, ou peut-être répondre à trois voix. Moi, j'ai envie un peu de prolonger la question et la question démocratique dans tout ça. C'est-à-dire face à l'urgence, finalement, est-ce qu'il y a une crise, je vais mal le dire, d'efficacité de la démocratie? Et face à l'urgence, est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Pardon de le dire comme ça, je dis ça parce que dans le monde, on voit aujourd'hui que les régimes démocratiques sont de moins en moins nombreux. Il y a de plus en plus de pays dans un certain nombre de classements internationaux qui ne sont pas vus comme des démocraties complètes. La France n'est pas vue dans un certain nombre de classements internationaux comme une démocratie complète. Et qu'en dites-vous globalement, un peu pour prolonger la question, est-ce que la question démocratique doit s'effacer d'une certaine manière derrière la question environnementale, ou est-ce qu'on peut lier tout ça? Donc je pense à votre intervention, je pense, Nicolas, aussi à une partie de ce que tu nous disais, puis je vous laisserai naturellement compléter. Oui, du coup, sur cette question, en effet, sémantique entre lobbying et lutte, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental dans l'utilisation de ces termes qui sont différents. Alors bien sûr qu'on peut dire qu'on fait du lobbying, et alors peut-être nous, Youth for Climate, c'est moins notre travail, mais typiquement France Nature Environnement travaille un moment là-dessus. Ils font du plaidoyer, ils travaillent, je laisserai bien sûr Nicolas en parlait, mais ils font tout un travail qui est produire de la connaissance et essayer d'amener cette connaissance auprès notamment des pouvoirs publics pour essayer de les faire évoluer. Donc bien sûr qu'on fait d'une certaine manière du lobbying, mais je pense que ce pourquoi nous on parle plutôt de lutte plutôt que de lobbying, en l'occurrence, c'est parce qu'on a la différence entre lutte et lobbying, pour moi, c'est que lobbying, c'est profondément un terme qui désigne la défense d'intérêts privés, qui a pour objectif, c'est-à-dire que ça va être soit des entreprises, soit des groupements économiques, soit des particuliers qui vont essayer d'avoir une action pour influencer les politiques publiques qui va être en faveur de soit leur activité, soit de leur intérêt, alors que dans la lutte, sans dire qu'on agit uniquement pour l'intérêt général et qu'on a donc forcément raison, c'est pas forcément ça la question, mais c'est qu'en tout cas l'idée, c'est avant tout d'agir pour des idées qu'on pense être bonnes pour l'intérêt général. Et je pense que c'est quand même très différent du coup d'essayer d'influencer les politiques publiques pour son propre intérêt ou pour l'intérêt général. Et sur juste la question de la démocratie, très rapidement, nous on a, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est une question qui est très très importante pour nous, ces questions démocratiques. Et en effet, on a besoin aujourd'hui de repenser la participation citoyenne. Quand on voit ce qui a été fait, par exemple, des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, derrière le projet de loi climat qui était censé s'appliquer, c'est vrai qu'on se pose des vraies questions. Est-ce que finalement, aujourd'hui, dans notre fonctionnement démocratique, on accepte la participation de la population? Nous, on serait plutôt pour développer très largement des modèles de démocratie qui soient plus directs. Et c'est ce qu'on essaye de faire déjà en interne, par exemple en instituant des votes à la motion majoritaire ou des choses comme ça, au lieu tout simplement de faire un vote à la majorité simple. Voilà. Merci. Nicolas, puis Sandra. Merci. Je vais repartir de la question, la première question qui a été posée, hein, cette question lutte-lobbying. Peut-être pour
pour dire que le lobbying, en fait, c'est pas forcément un gros mot. Hein, il y a différents types de lobbying. Il y a du lobbying pour défendre l'intérêt général et pour le faire valoir auprès de l'Assemblée nationale, des députés ou ailleurs. Et puis, il y a du lobbying, effectivement, comme ça a été dit auparavant, qui est plutôt connoté privé et intérêt particulier, intérêt privé. Il y a 2 ans, à FNE, tous les ans, on est obligé de déclarer le montant de nos activités qui correspondent à du lobbying. Et c'est une obligation légale. Et il y a 2 ans, à FNE, nous, on a déclaré l'ensemble de notre budget comme activité de lobbying, puisqu'on considère que l'ensemble de nos activités contribuent à porter la cause environnementale auprès des pouvoirs publics. Et à ce moment-là, on est sorti dans les journaux comme le premier lobbyiste de France, France Nature Environnement, ce qui voulait montrer surtout qu'en fait, les autres ne le déclarent pas. Le problème aujourd'hui du lobbying, c'est que la majorité du lobbying est un lobbying invisible, qui n'est pas déclaré, qui n'apparaît pas, avec des montants faramineux, sans comparaison avec ce que fait France Nature Environnement, et c'est là qu'est le problème. Donc nous luttons en faisant du lobbying. Le problème, c'est que d'autres font du lobbying, mais on devrait peut-être trouver un autre terme pour dire qu'il n'est pas de la même nature que ce que nous faisons. Et on pourrait même dire que là, en ce moment, là, quand on voit quand Thierry Baudet parlait de la question face à l'urgence, aujourd'hui, on est en train d'examiner à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables, donc on est dans un sujet qui est connexe. Les temps donnés pour faire les amendements sont tellement courts que les organisations, même comme nous, comme FNE, qui sommes pourtant structurées, nous avons du mal à répondre aussi court délai, parce qu'on n'a pas les moyens humains nécessaires. En revanche, les entreprises, les industries qui ont les moyens de payer des cabinets pour faire ça vont pouvoir le faire. Donc là, on peut dire que c'est un cadeau fait aux lobbyistes qui ne sont pas de ceux que nous sommes. La deuxième chose sur l'opposition des générations et comment anticiper la crise intergénérationnelle, je ne sais pas forcément y répondre, mais je voudrais revenir sur un aspect qui est vraiment compris dans la question qu'on nous pose, qui est que si on veut réussir la transition écologique avec toutes ces dimensions d'énergie renouvelable à installer, ces dimensions de sobriété qui sont très importantes, ça revient à analyser les inégalités des impacts instantanés ou cumulés qu'il y a entre à la fois les générations, et donc là on voit bien la différence entre la jeunesse ou ceux qui sont actuellement qui profitent de leur retraite et ceux qui sont entre les deux, entre les foyers fiscaux, et là on sait bien, depuis pas très longtemps, depuis 1 an, on sait bien aujourd'hui que tous les gens aujourd'hui, tous les foyers qui sont sous le revenu médian, en foyers fiscaux, hein, sont déjà à l'objectif 2030 d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que théoriquement, d'ici 2030, ils n'ont pas d'efforts à faire. Et pourtant, sur eux, on leur met beaucoup de pression sociale, économique, communicante, alors que c'est sur l'autre moitié qu'il faudra en mettre davantage. Et ceux-là, souvent, le sont dans une forme de sobriété contrainte, qui n'est pas confortable, à cause des passoires thermiques, à cause de dépenses obligatoires, qui font qu'on devrait les accompagner pour avoir à la fois une meilleure qualité de vie et consommer un peu moins, alors qu'ils consomment déjà peu. Il y a des questions sur le genre également. On voit bien qu'il y a actuellement un avis très intéressant au CESE sur inégalité de genre et crise climatique, qui montre qu'il y a des vrais enjeux très importants à prendre en compte et qui sont sous-évalués. Il y a des inégalités entre secteurs, vous l'avez dit, agriculture, industrie, mobilité, habitat, comment équilibrer l'effort à faire entre chacun de ces secteurs. Et puis, il y a quelque chose qui est mal vu généralement, c'est l'égalité entre territoires. Demain, on va installer des énergies renouvelables, non pas à côté des grosses villes, mais dans les zones peu denses. Mais pour qui? Pour alimenter principalement les métropoles qui consomment. Et cette inégalité territoriale, il va falloir également la prendre en compte et chercher à la rééquilibrer si on veut réussir. Donc quand on parle de justice ou d'équité sociale, il faut prendre en compte l'ensemble de ces paramètres et de ces périmètres, et puis se poser des questions après de juste allocation de l'effort. On peut s'interroger par rapport à la jeunesse, par exemple, si demain on dit l'avion, ça devient enfin quelque chose rare, parce que c'est très polluant, parce que aux passagers, c'est extrêmement polluant, c'est plus l'air du temps dans une époque de sobriété qui manque d'énergie fossile et qui ne veut plus en faire pour éviter le changement climatique. On peut se poser la question de savoir si c'est une allocation qui va être la même pour tout le monde, c'est-à-dire un moyen courrier tous les 3 ans peut-être, ou est-ce qu'on va dire au contraire que la jeunesse ayant besoin de découvrir le monde et de s'aguerrir et de profiter de la capacité à faire des études à l'étranger, ils auront un crédit supérieur à ceux qui en ont déjà plus profité auparavant et qui seraient plus âgés. Et ça, c'est des questions qui doivent être tranchées, là j'arrive à la question de Thierry Baudet, dans un débat démocratique. C'est-à-dire, effectivement, dans un moment d'urgence, il peut y avoir une forme de raidissement qui tendrait à l'autoritarisme. Bon, nous, à FNE, on ne souhaite pas tomber dans l'autoritarisme, on préfère de loin rester dans une démocratie participative,
mais pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit vivante, qu'il y ait des institutions qui permettent d'avoir des relais territoriaux à tous les niveaux, et qu'on puisse bien avoir une redevabilité aux instances qui font vivre cette démocratie participative. Et en ce moment, on est en plein dedans. Je vous enjoins tous à participer au débat public sur le PR de Panly, qui pose la question de la relance ou pas du nucléaire, sur la concertation nationale sur le mix énergétique. FNE a demandé, et ça a été accepté, que dans le cadre du débat public de Panly, il y a un forum de la jeunesse qui s'interroge sur la relance du nucléaire, car après tout, si on repart pour 60 ans de nucléaire ou 80 ans de nucléaire et 200 000 ans de déchets, ils seront concernés, eux et leurs enfants. Alors, il y a beaucoup de questions. Peut-être, moi, je rejoindrai les deux autres intervenants sur le point démocratique et l'articulation de la participation citoyenne avec nos institutions. Donc, je pense qu'au CESE, vous êtes en plein dans le sujet. Mais c'est vrai que là, on a beaucoup bricolé autour de la participation citoyenne en disant que ça allait donner un nouveau souffle et qu'on est probablement dans une période où il va falloir l'institutionnaliser pour que ça puisse aussi ne pas décevoir nos concitoyens. Parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'investissements avec le grand débat, etc. Et que voilà, ce sont des outils, il ne faudrait pas qu'ils viennent s'essouffler comme les autres outils de la démocratie. Donc, je dirais que ça, c'est un élément qui est important. L'autre élément qu'on peut mettre en évidence, c'est quand même que les citoyens sont capables de s'accorder, puisque l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat est quand même assez exemplaire, me semble-t-il, à la fois dans le dispositif et dans les résultats. Donc, parce qu'on parle beaucoup des divergences d'une société qui est fragmentée, qui se polarise, qui est dans des bulles, etc. On voit que quand on met les citoyens dans un même espace et qu'on leur laisse le temps de la délibération, on peut arriver à des compromis de société. Donc, ça me donne une petite note d'espoir dans cette journée probablement un petit peu anxiogène. Et puis, après, sur les équilibres entre générations, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas du tout conscients de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des questions de spécialistes, à la fois en sociologie et puis sur les questions environnementales. Les Français ont le sentiment qu'il n'y a pas d'inégalité entre les plus âgés et les plus jeunes. Et c'est vrai chez les plus âgés et c'est vrai chez les plus jeunes. Donc ça peut paraître étonnant, mais il y a cette idée qu'il y a une forme de solidarité entre les générations. Et donc la guerre des générations, si je puis dire, elle n'est pas du tout perçue par le grand public. Donc en tout cas, il n'y a pas cet enjeu de cohésion sociale entre les générations. Aujourd'hui, il y a plutôt un sentiment que les uns et les autres sont dans le même bateau, si je puis dire. Après, c'est certain qu'il y a effectivement des impacts différenciés. Et je ne sais plus qui a dit à un moment donné vont pouvoir se reposer à la retraite. Voilà, on entend aussi qu'il y a une perception parfois un peu décalée aussi de ces temps de la vie. Et parmi les jeunes qui ont été impliqués, qui se mobilisent par rapport au climat, il faut rappeler que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait beaucoup de jeunes, et notamment de jeunes actifs. Parce qu'on a vu dans des reportages télé, etc., des retraités, on a vu des indépendants, mais quand on regarde les enquêtes sociologiques, il y avait quand même une surreprésentation de ces jeunes actifs. Donc voilà, il y a aussi une question de visibilité, peut-être, visibilité des problématiques suivant les générations. On a encore le temps peut-être d'une question. Je sais que vous avez une longue journée, donc, mais si vous souhaitez, on peut prendre encore une question. Sans ça, peut-être juste un point supplémentaire. Voilà, je vois une question ici, puis après on répondra à la question, puis je demanderai aux intervenants un mot de conclusion s'ils le souhaitent. Bonjour, donc moi je fais partie des grands-mères, donc j'ai écouté attentivement la problématique. Je suis un peu étonnée qu'au long de la journée, on n'ait pas repris le choc et les deux chocs, le choc du Covid et le choc de la guerre en Ukraine, qui, à mon avis, vont quand même assez bouleverser la perception de la population, parce que je pense qu'on va arriver à des problématiques sociales, à des problématiques financières et des problématiques même de chauffage, qui ne seront pas à la mesure de ce qui arrive malheureusement aux Ukrainiens, mais qui vont quand même faire prendre conscience aux gens de ce que c'est les problématiques énergétiques de façon assez brutale. Et je suis un peu étonnée que tout au long de la journée,
on n'ait pas intégré ça dans les raisonnements, parce que ça, plus le Covid, ça a complètement bouleversé la perception de la société des problématiques urgentes, et notamment, ça a remixé les générations. Nous, on a vacciné moi je suis médecin généraliste, donc on a vacciné pendant 1 an et demi, appuyé par un certain nombre de bénévoles qui étaient des gens âgés, qui étaient donc prise de risque, et donc il y a toute une partie de la population qui peut-être n'est pas sur les ronds-points, mais qui s'intéresse aux problèmes de société et qu'il faudrait arriver à fédérer, quel que soit leur âge, parce qu'ils ont envie de participer à quelque chose, pas forcément à des débats, pas forcément des gens qui savent bien parler en public, mais à des actions. Et j'ai été frappée par un essayiste, d'ailleurs belge, qui a expliqué que les révolutions, elles partaient de groupes convaincus, dont vous faites partie, mais pas que, qui arrivent à faire bouger les choses, parce qu'effectivement, la démocratie parlementaire actuellement, elle est quand même assez effrayante dans ses sujets, dans sa manière de travailler et dans les textes qu'elle nous propose, qui sont vraiment... Le dernier, c'est l'euthanasie. Franchement, c'est très important comme sujet, mais on a vraiment d'autres sujets à traiter en 2022. Et je suis médecin et je sais ce que c'est que la fin de vie. Donc je pense vraiment que j'aimerais que ça s'intègre dans votre réflexion, parce qu'il y a, à mon avis, du grain à moudre dans la société, parce qu'on a été tous assez remis en cause dans notre vie de tous les jours, quel que soit l'âge des personnes. Je vous propose... Thierry, juste, oui, pardon. Juste une petite remarque qui n'appelle pas d'ailleurs d'observation particulière, mais moi je suis frappé aussi dans cette journée, on voit la sensibilité des jeunes et de ceux qui s'occupent de l'environnement au sujet de justice sociale, mais c'est quand même assez, disons, parallèle, et un peu indépendant d'une réflexion sur la protection sociale proprement dit. Et voilà. Alors, c'est à nous tous de faire cet effort, comment tout ça peut se concilier. Je dis ça parce qu'il y a même, pour moi, qui suis aussi directeur d'une école avec le sujet d'attractivité des métiers, je sens que les jeunes ne perçoivent pas nécessairement que l'engagement, entre guillemets, sécurité sociale peut être une réponse à donc, ces sujets. Enfin, voilà. Comment faire percevoir que, effectivement, penser ces systèmes de solidarité, être acteur de systèmes de solidarité, ça peut être quand même une façon aussi de s'engager sur ces questions oui, l'évolution, comme l'a dit Mireille, de ce système de protection sociale par ce sujet environnementaux. Et on sent bien dans la réflexion que on a ce travail à faire collectif pour réconcilier, ces questions. Merci Dominique. Donc, intervention de Madame Dominique. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez, et puis conclure en même temps votre propos pour cette table ronde. Je ne sais pas qui veut commencer. C'est parti. Marin ? Ah, ça y est. Oui, du coup, sur cette question du bouleversement, des bouleversements qu'ont pu causer la crise du Covid et la crise en Ukraine, je pense en effet, nous en tout cas, c'est quelque chose en effet qu'on a en tête et qu'on voit, alors j'ai envie de dire, d'un bon œil entre guillemets, pas dans le sens où on est content de ce qui est arrivé, mais dans le sens où d'une certaine manière, ça a quand même permis en effet que beaucoup de gens se rendent compte du fait que finalement toutes les problématiques énergétiques, c'est pas des problématiques qui sont que pour dans 30 ou 40 ans, mais qui aujourd'hui peuvent nous toucher directement. Et puis que ces questions de pandémie, c'est pareil, c'est pas que dans les films, en fait ça peut arriver. Et voilà, et on sait que ça arrivera de plus en plus avec la fonte du permafrost, avec tout un tas de problèmes climatiques. Donc c'est des choses dont on a bien conscience. Après, la question, c'est comment on peut réussir à les utiliser pour mobiliser, en effet, entre les générations. Je sais que nous, on s'appelle Youth for Climate, la jeunesse pour le climat. On est venu, d'une certaine manière, sur le terrain du militantisme en mettant en avant ce caractère jeune qu'on a, en disant, écoutez, c'est nous qui vivrons les conséquences du réchauffement climatique, donc à un moment, écoutez-nous. Mais bien sûr, disons que ça nous a permis de commencer au début, et aujourd'hui, on n'a pas envie donc ça répond aussi un peu à la question de monsieur tout à l'heure, mais on n'a pas envie de faire un clivage quelconque entre notre génération et les générations précédentes, ne serait-ce parce que
on hérite d'une lutte, d'un militantisme de générations qui sont mobilisées pendant des années, depuis les années 70, 60 même pour certains. Donc voilà, la question c'est comment on peut les intégrer en effet pour toucher plus de public. Est-ce que ça peut être mobilisable? Une des limites aussi que je vois là-dedans, c'est que d'une certaine manière, la crise climatique, elle était déjà là avant, et elle sera encore là après. Et voilà, d'une certaine manière, la guerre en Ukraine ou la pandémie, elles font que mettre en avant des caractéristiques du changement climatique, mais on peut même parler par exemple de ce qui s'est passé cet été, toutes les chaleurs, les feux de forêt, les choses comme ça. Il y a tout un tas de choses dont on essaye de se saisir, qu'on essaye d'utiliser pour militer, et si ça peut nous permettre en effet de faire un lien entre les générations, c'est tout à fait bénéfique. Voilà, et juste pour... On a protégé la société et on a fait ce qu'on a pu au niveau médical, ça je vous l'accorde, plus le vaccin. Et ça, enfin, je pense que vous avez raison. Il faut voir qu'on a une richesse, on a quelque chose dans les mains qui existe, que chacun paye quand il le peut, enfin, c'est proportionnel aux revenus, et que ça, c'est une richesse qu'il faut vraiment utiliser parce qu'elle est à nous tous. Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'il y a un décalage. Vous avez tout à fait raison de militer. Moi, à d'autres temps, c'est pas moi qui vous ai... Mais je pense qu'il faut, à partir du militantisme, construire une société. Et vous avez une société en France qui garde... Moi, je veux dire, je fais des consultations à 25 €. Quand je vais chez le coiffeur, c'est 36. Bon, c'est un très mauvais exemple, mais c'est juste pour vous dire que l'économie réglementée, ça veut dire que c'est accessible à un maximum de gens, même s'il y a des gens sur le côté. Et je pense que cette richesse, elle est à vous, elle n'est pas que à nous, même si on en profite un peu quand on est vieux, la dernière année de notre vie, ça on veut bien la raccourcir, mais je veux dire que ça c'est une richesse et il faut vraiment que vous vous en empariez et que vous la modifiez pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui, pour que ça devienne un élément d'une politique environnementale. Il y a beaucoup à faire. Moi, j'ai été frappée, on n'a même pas parlé de l'activité physique adaptée. Moi, je prescris beaucoup plus d'activité physique adaptée que de médicaments maintenant. Mais c'est très écologique, ça. Après, il faut les faire comprendre aux patients, parce qu'un bon antibiotique, en général, ça vaut mieux qu'un peu d'eau dans le nez. Donc, je veux dire qu'il y a tout un travail à faire avec quelque chose qui est déjà financé par l'ensemble de la population. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, je pense que je reprendrai ce que vous avez dit, Monsieur Libaud. C'est une richesse. Moi, je commence à en profiter plus que vous, c'est vrai, d'une certaine manière. Mais je veux dire, cette richesse-là, il faut que vous la preniez, que vous la fassiez évoluer. Et c'est, à mon avis, plus efficace que les PLFSS. Bon, ça, c'est important aussi. Mais je veux dire, il faut faire évoluer les choses, pas forcément avec que des lois. C'est ça que je veux dire. Merci, madame. Plutôt le jogging que les statines. On a bien retenu. Voilà. Si je veux juste compléter en 2 mots. Juste là-dessus, je pense qu'on est, enfin, en tout cas, je pense que notre génération, on est tout à fait conscient de la chance qu'on a d'avoir justement ces systèmes de sécurité sociale et tous ces instruments qui sont faits tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité dans la société, et puis que les aléas de la vie soient couverts finalement par une aide. Mais c'est juste que alors si c'est quelque chose de très important, et tout le colloque d'aujourd'hui c'était comment est-ce qu'on peut travailler justement à la transformation de ces outils-là pour qu'ils servent aussi la transition écologique. Nous aussi, ce pourquoi on se mobilise, c'est aussi pour qu'on ait le moins besoin, j'ai envie de dire, de transformer ça, parce que d'une certaine manière, la sécurité sociale, c'est beaucoup de l'action qui va être faite pour corriger des problèmes de système ou pour agir a posteriori, pour aider les personnes qui ont déjà subi des problèmes. Et donc nous, c'est vrai que souvent notre militantisme, il se base plus sur comment on transforme la société pour essayer de faire que dans le système, dans sa globalité, on n'ait pas ces problèmes-là qui soient causés de base. Et puis essayer d'éviter le pire, en fait, de limiter le réchauffement climatique et la chute de la biodiversité pour éviter justement qu'on ait besoin de faire ces systèmes de sécurité. Un vaste sujet de prévention, mais je ne réouvre pas la discussion. Nicolas ? Merci. La question posée, c'était sur de voir passer apparaître la question de la crise du Covid ou de ce qui se passe par rapport à l'Ukraine. Moi, ça me donne à penser que je crois qu'on est en train de vivre une période de crise avec un S qui vont se succéder et se superposer. C'est-à-dire sur un fond permanent de crise climatique et de crise de la biodiversité, on a des nouvelles crises qui apparaissent
qui ne sont pas sans lien avec la question environnementale, parce que pour le Covid, on ne sait pas comment il a apparu, mais il y a quand même une hypothèse que ça soit lié à de l'érosion de la biodiversité et à de la déforestation. Pour la guerre en Ukraine, ne soyons pas naïfs, il y a un enjeu d'accès à la ressource agricoles, ressources en eau, ressources en énergie. Et donc, ce sont des conflits qui sont, c'est une guerre qui est liée, donc une crise qui est liée. Et puis, on a des crises en ce moment dont on voit bien qu'elles sont tout près d'arriver. Enfin, la crise de l'eau en France, de l'eau avec la sécheresse que l'on connaît cette année, si ça continue comme ça encore quelques années, on va la subir de plein fouet et ça va être terrible. On peut avoir la crise économique avec l'inflation qui est en train de monter, on peut avoir des enjeux de santé-environnement qui ont été pointés, la crise énergétique, on est dedans, des crises de sécurité internationale, tout ça, ou même, je voyais l'article du Monde sur la fertilité masculine, si on a une grande crise là-dessus qui continue à ce rythme-là, ça va effacer encore d'autres enjeux. Bref, cette succession de crises nous amène bien à ce que disait l'autre intervenant, c'est-à-dire comment faire le lien avec la question de la protection sociale, puisque ça va se transformer tout ça en crise sociale. Et je pense que la question de la protection sociale, c'est d'abord une question de politique de prévention, et nous, dans le domaine environnemental, on est également sur ce principe d'avoir des politiques de prévention et pas de réparation, parce que finalement, réparer le vivant, on ne sait pas très bien le faire. On le fait toujours mal, en tout cas, et ça coûte plus cher, et ça a des conséquences. J'ai l'impression que la crise du Covid, elle a fait apparaître, et ça a été dit, un grand élan de solidarité intergénérationnelle. Dans le sens que vous décriviez, sur le fait que les bénévoles âgés venaient aider à vacciner, mais c'est aussi un grand effort qui a été fait par les plus jeunes pour protéger des personnes plus âgées, à juste titre. Mais enfin, aujourd'hui, on pourrait espérer que par rapport à la crise sociale et climatique, il y a un grand élan des générations qui ont mieux profité de cette situation vis-à-vis des plus jeunes qui, eux, vont plus en subir les conséquences. Donc, ce serait bien qu'on aborde cette solidarité intergénérationnelle dans les différentes dimensions des crises. Et pour ce qui est de la guerre en Ukraine par rapport à l'énergie, vous parliez de ce qui va se passer cet hiver. Cet hiver, c'est intéressant de voir ce qui va se passer effectivement, mais on est à un moment de partage de la pénurie. Et ça, ce n'est pas de la sobriété, le partage de la pénurie. En revanche, il faut qu'on aille vers la sobriété. La sobriété, ça implique prendre des mesures qui soient durables dans le temps, permanentes. Le but du jeu, ce n'est pas aujourd'hui de passer une crise pour revenir après en attendant des jours meilleurs. C'est bien de mettre en place des réponses structurelles pour consommer moins quoi? D'énergie, de sol, d'eau, de matières premières. Et ça demande également d'avoir des politiques un peu plus larges que simplement attendre des efforts d'individus. Merci Nicolas. Sandra Wabian. Moi, je dirais qu'il y a quand même des parallèles dans les questions de protection sociale et les questions environnementales qui me frappent, à la fois sur cette question de responsabilité individuelle et collective, on en a parlé depuis tout à l'heure, à la fois sur les idées aussi dans quel ordre on fait les choses, c'est-à-dire est-ce qu'on attend des individus qu'ils fassent quelque chose ou est-ce qu'on met en place des choses pour qu'ensuite ils puissent changer leur comportement. Et notamment dans la protection sociale, il y a toute la dimension de l'investissement social dont on parle depuis des années et qui est quand même en grand parallèle avec l'investissement dans les questions environnementales. Maintenant, tout ça est aussi questionné par peut-être une dynamique d'accélération du temps médiatique, accélération du temps politique, qui fait qu'on a du mal aussi à mettre en place des actions de long terme parce que d'une certaine manière, faire des chèques énergie ou avoir telle ou telle action très concrète, ça va directement donner le sentiment aux gens qui sont entendus. Et on le voit dans le rapport aux institutions, vous parliez de l'impact de la crise Covid, depuis la crise Covid, il y a un rapprochement de la population par rapport aux institutions, et notamment par rapport à cette protection qui a été mise en place de manière très massive et aussi très rapide. Et donc on a cette tension aussi du temps qui est quand même amplifié par notre temps médiatique actuel, me semble-t-il. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions, pour cette dernière table ronde de la journée. Merci à vous. Bien, mesdames, messieurs,
et tout particulièrement, chers auditeurs, de la 13e promotion de l'IHEPS. Vous savez, il y a une formule qui dit « toutes les bonnes choses ont une fin ». Et ce cycle n'échappe pas à la règle, puisque c'était votre dernière journée de travail. Moi, je me souviens, j'étais venu vous rencontrer au tout début, en janvier dernier, pour réfléchir avec vous autour des thèmes de la prévention et de la jeunesse. Et avant de vous rejoindre aujourd'hui, j'ai reparcouru à nouveau tout le programme qui vous a été proposé et j'ai mesuré à nouveau la chance que vous avez eue toute cette année de réfléchir à la fois à l'équité intergénérationnelle, à la prévention des risques sociaux, au chômage, à la pauvreté, aux politiques familiales, à la santé des jeunes, au travail, à la retraite, à l'habitat, à l'accès aux droits. Et enfin, aujourd'hui, à la prise en compte des enjeux environnementaux en lien avec la protection sociale. C'est peu dire que votre programme a été riche, et c'est heureux tant il me semble, et on l'a vu dans les débats aujourd'hui, que seule cette richesse dans les approches et les liens noués entre différents domaines me semble à la hauteur du sujet. Et je ne peux donc que féliciter les concepteurs de ce cycle et de ce colloque de clôture. La question des interdépendances est centrale. Moi, je pense que dans tous les domaines, nous entrons dans une ère de la complexité. Une complexité qui plus est à multiples dimensions. Première de ces dimensions, la complexité objective. Le développement de la science et des techniques, notamment les biotechnologies et la chimie, la globalisation, l'explosion des technologies de l'information et de la communication, l'occupation par l'humanité de la totalité de l'espace terrestre, le vieillissement de la population, les conséquences incommensurables de l'exploitation des énergies fossiles et de l'industrialisation, le réchauffement climatique. Tout cela crée une complexité matérielle sans précédent, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Deuxième de ces dimensions, la complexité plus subjective. Chacun de nous, finalement, joue plusieurs rôles, occupe plusieurs espaces. Celui de citoyen, d'usager, de consommateur, de salarié, de militant, associatif ou politique. Puis dans le temps, nous sommes écoliers, étudiants, salariés, retraités, avec des intérêts qui peuvent diverger, divergents tout au long de la vie. Nous sommes également influencés par notre entourage, les réseaux sociaux, la publicité, les messages politiques. Nous sommes d'autant plus influençables et changeants que collectivement, nous sommes de plus en plus désaffiliés de collectifs de pensée et d'action, comme les partis ou les syndicats, mais même des sources de vérité comme la science. Dernière de ces complexités, peut-être justement la complexité politique. Aucune autorité ne va de soi, du moins dans les démocraties. Les pouvoirs publics sont contestés, les élections sont boudées. Les partis, dit-on, ne représentent plus guère qu'eux-mêmes. Aucune idéologie ne s'impose, pas même la vision écologiste, qui a pourtant de sérieux arguments. Les démocraties, par ailleurs, sont en recul au niveau mondial, que ce soit quantitativement ou qualitativement, démocratie autoritaire ou illibérale, opposée aux démocraties complètes, tandis que, c'est très personnel, mais tandis que l'extrême droite se notabilise et a de moins en moins de difficultés à passer des alliances. Ces complexités matérielles, morales et politiques touchent également la sphère de la protection sociale. Qui, il y a quelques années seulement, aurait associé protection sociale et environnement ? L'environnement n'est plus une catégorie à part. Il est devenu un déterminant à part entière de nos conditions d'existence et donc un déterminant de santé. Le CESE, que j'ai l'honneur de présider, est au cœur de ces complexités cumulées. En tant qu'assemblée de la société civile organisée, nous sommes sur un terrain plus apaisé que celui des luttes politiques où les partis pris simplifient et opposent. À mes yeux, c'est l'avenir de la démocratie que de parvenir à enrichir la représentation nationale, souvent simplificatrice,
par la consultation publique et la participation citoyenne. L'effet est doublement bénéfique. Tout d'abord, vous produisez des décisions publiques de meilleure qualité, plus lisibles, plus pertinentes, plus acceptables. D'autre part, vous fabriquez des citoyens concernés, engagés, ouverts sur la société, des piliers de la démocratie qui peuvent ensuite essaimer. L'enjeu de la participation citoyenne n'est pas d'être un témoignage ponctuel, mais de se généraliser et de se banaliser à tous les niveaux de la société. Je vous partage une conviction personnelle qui est sur ce sujet très forte. Mais revenons au sujet de la protection sociale et de l'environnement. Notre Assemblée, le CESE toujours, a rendu en mai dernier un avis important sur le sujet de la santé-environnement. Comme vous le savez sans doute, une étude internationale toute récente a établi que chaque année dans le monde, 9 millions de personnes mouraient du fait de la population de l'air, de l'eau ou des sols. Ce chiffre est, je crois, 3 fois supérieur à celui des morts cumulées pour cause de sida, de tuberculose ou de paludisme. Il est bien supérieur aux 5,5 millions de morts dues au Covid-19 déclarés à l'OMS. On sait que c'est plus que ça, mais les 5,5 millions de morts dues au Covid-19 déclarés à l'OMS par les différents pays touchés. Cette pollution systémique a remis en question notre conception de la santé. Sous l'égide d'un concept adopté en 1994 par l'Organisation mondiale de la santé, la santé-environnement, parfois désignée d'une expression moins précise, la santé environnementale. La santé-environnement renvoie à tous les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques susceptibles d'affecter notre santé. Elle a été complétée par la démarche One Health de 2008, envisageant la santé humaine en lien avec la santé des écosystèmes et des animaux, qui est depuis 2015 partie intégrante des objectifs de développement durable de l'ONU. La crise du Covid, encore elle, a depuis démontré amplement la réalité de ces interactions entre santé humaine et animale. Ces sujets ne sont pas que sanitaires ou écologiques. Ils ont aussi une forte dimension sociale, puisqu'on sait que ce sont les pays les plus pauvres qui paient le plus lourd tribut, et par ailleurs les plus pauvres au sein de chaque pays. Ils sont les plus exposés, les moins protégés, les moins soignés. Je crois que c'était notamment l'objet de la deuxième table ronde de ce matin. L'intérêt de cette approche est de nous inviter à penser ces phénomènes dans leur transversalité, les uns en liaison avec les autres, car nos sociétés ont généré des risques inédits et systémiques. Notre cadre de vie urbain nous plonge dans des milieux toujours plus artificialisés, tandis que les seuils d'alerte ou d'interdiction des substances sont régulièrement revus à la baisse par les agences sanitaires en fonction de ce que nous apprenons des effets insoupçonnés, des effets cumulatifs, des effets cocktails, des milliers de molécules qui sont utilisées ou émises dans l'industrie, les transports ou l'agriculture. Ce principe de précaution et de prévention est un progrès dans le respect de l'intégrité physique et morale des citoyens. Là encore, un avis rendu par le CESE expose la nécessité de créer des liens entre des domaines jusqu'ici intellectuellement et institutionnellement distincts, comme les questions de santé et les questions d'environnement, afin de promouvoir une politique de prévention fondée sur le dernier état des connaissances, en créant les instances et les échelons permettant la meilleure efficacité. Avec cette approche santé-environnement, la prévention n'est plus une option. Elle devient un projet global de santé, de même que la protection sociale devient ou redevient un projet de société qui suppose que l'on revoie entièrement nos modes de production et de consommation. Pour le dire en d'autres termes, il a été question d'externalité. On ne peut plus penser en termes d'externalité et d'internalité. Dans un monde plein comme le nôtre, les externalités deviennent toujours plus vite des internalités. Les rejets d'une activité industrielle deviennent des nuisances immédiates pour la santé. Nous subissons de plus en plus clairement le coût de modes de vie non durables. Nous sommes dans un univers de la précision, où nous savons de mieux en mieux comment et pourquoi les corps déclenchent des maladies. La longue chaîne de causalité qui va de la pollution au cancer, de la nourriture aux maladies cardiovasculaires, puisqu'il s'agit là des principales causes de décès. Ces nouveaux savoirs, élargis aux conséquences globales de nos activités, impliquent de nouvelles pratiques démocratiques.
une démocratie sanitaire qui inclut davantage les professionnels, les patients, les assureurs, l'assurance maladie en premier lieu, les industriels, mais aussi des entreprises et des gouvernements plus conscients de leurs responsabilités dans la préservation de l'environnement. Nous sommes entrés dans un monde où la nature, l'environnement, la santé sont devenus politiques. Je pense que la crise environnementale et donc sanitaire est une occasion majeure d'approfondir la démocratie, de démocratiser la société, de démocratiser la protection sociale. Personne ne détient les clés de compréhension et d'action de notre siècle. Tout le monde doit donc être associé à la recherche des solutions. Plus que d'intelligence artificielle, nous avons besoin d'intelligence collective. Au moment de conclure, je forme le vœu que, maintenant que vous avez renforcé vos connaissances sur les enjeux globaux de protection sociale, conformément aux souhaits des fondateurs de l'IHEPS, là où vous êtes, là où vous exercez, vous apporterez au débat public la culture de la protection sociale qui est au fondement et au cœur de notre pacte républicain. Pour clore définitivement, puisque j'ai l'honneur de clore, pour clore définitivement le 13e cycle de l'IHEPS et se projeter d'ores et déjà vers le 14e, j'ai l'opportunité et le plaisir de passer le témoin à la marraine de la prochaine promotion. Vous la connaissez toutes et tous bien, voire très bien, c'est Mireille Elbaum. Chère Mireille, vous savoir la marraine de la 14e promotion, c'est pour moi très flatteur, parce que cela souligne qu'on ne propose cette belle fonction qu'aux personnalités ayant acquis une reconnaissance quasi unanime en la matière. Ou une autre manière de le dire, à moins qu'il faille relever le niveau, mais je n'ai pas voulu le voir ainsi. Mireille, vous êtes l'une des grandes artisanes de la réussite de l'Institut des hautes études de la protection sociale et du parcours de toutes les promotions confondues. En effet, votre personne est intimement liée à l'IHEPS, que vous avez rejoint dès sa création en 2009, avant d'en devenir la coordinatrice scientifique. Votre connaissance incroyablement fine du secteur, cumulée à votre envie d'innover, ont permis à chaque cycle de parfaitement prendre en compte les évolutions de notre société et ses nouveaux défis. La prise en compte de l'enjeu environnemental dans ce cycle en est la preuve. Naturellement, ce travail, vous ne l'avez pas fait seul. Vous l'avez fait avec votre équipe, notamment avec votre équipe rapprochée, Élise Desbiès et Élodie Frédier. Et il se trouve que ça, c'est vous, toujours soucieuse d'assurer le passage de relais, de laisser s'exprimer de nouveaux talents. Vous laisserez une nouvelle équipe s'installer à la rentrée prochaine. Pourtant, je le sais, et nous le savons toutes et tous dans cette salle, vous continuerez à nourrir de façon conséquente et stimulante les questions de protection sociale, on l'a vu encore aujourd'hui, si décisives pour notre futur commun. Aussi, chère Mireille, mais aussi chère Élise, chère Élodie, au nom de tout l'IHEPS, je vais avoir le plaisir, je crois, de vous remettre quelques bouquets qui restent loin de prendre en compte tout votre engagement pour la réussite de cet institut, mais c'est vraiment une manière de vous en remercier et on vous applaudit très chaleureusement.